Eh bien, bonjour, je suis Pierre Miossec, je vous parle de Lyon et je vais vous parler plus spécifiquement des cytokines, c'est-à-dire ces protéines de l'inflammation qui ont un rôle absolument majeur dans de multiples situations et qui sont devenues au cours du temps une cible thérapeutique extrêmement importante dans plusieurs maladies. Donc, je vais diviser ma communication en deux grandes parties. D'abord, quelques généralités et ensuite, je vous parlerai des effets d'abord locaux et secondairement généraux ou systémiques. Donc, le titre généralité effets locaux. Le plan va être le suivant. D'abord, quelques généralités sur le principe de la définition des cytokines et comment elles interagissent avec des récepteurs. Donc, j'ai appelé ça cytokines, une famille très prolifique. Ce sont des molécules, des protéines de communication qui vont permettre le dialogue entre des cellules de différents systèmes. Et vous verrez au cours du temps que tous les systèmes, tous les organes peuvent être stimulés et aussi produire ces cytokines. Ces cytokines vont être avant tout des protéines qui vont circuler, un peu comme des hormones, mais certaines vont être membranaires, impliquées dans les interactions locales. Et cette interaction entre la cytokine et une cellule va se faire par l'intermédiaire de récepteurs membranaires qui sont spécifiques, et il y aura également des récepteurs solubles qui vont avoir un rôle régulateur plutôt inhibiteur. Un point extrêmement important qu'on verra dans les applications cliniques, c'est que ces cytokines vont être non spécifiques d'un antigène, d'une maladie, et donc les inhibiteurs des cytokines vont pouvoir être, et vous le verrez, employés dans différentes maladies. Et les grandes cytokines aujourd'hui, cibles thérapeutiques, vont être, on va le voir, le TNF, l'IL1, l'IL6 et plus récemment l'IL17. Alors, quelques mots de classification. Donc, la famille très prolifique des cytokines comprend les interleukines, vous voyez qu'il y en a un grand nombre, les membres de la famille du TNF, les interférons, les facteurs de croissance hématopoïétique et enfin une grande sous-famille, les chémokines, qui sont les cytokines qui vont attirer les cellules à un site inflammatoire. Alors, pour simplifier les interactions entre ces cytokines, on va faire ressortir celles qui sont officiellement les cibles thérapeutiques. On a ici le TNF et l'IL1, produites par les monocytes, et qui vont agir d'abord sur les cellules stromales, les cellules des tissus, et plus particulièrement sur le foie pour l'IL6, induisant la production de CRP, la C-réactive protéine, qui est un marqueur de l'inflammation. Ces cytokines vont aussi agir sur la migration des cellules inflammatoires, et les chémokines comme l'IL8 vont attirer, lors de l'inflammation aiguë, les neutrophiles, vont attirer les cellules TH17 qu'on va revoir par la sécrétion de la chémokine CCL20. En effet, cette réaction initiale va être nettement amplifiée, on va voir ces phénomènes de synergie par des cytokines comme l'IL17 produites par les lymphocytes justement TH17. Alors, les récepteurs sont en règle générale formés de plusieurs chaînes. Je vous montre ici la composition du récepteur pour l'IL17 qui est composé, vous le voyez, de deux chaînes. Et ce récepteur est capable de fixer différentes cytokines proches, mais pas strictement identiques. Le TNF, par exemple, ici, lui est capable de sélectionner deux types de récepteurs qui vont avoir des effets biologiques globalement identiques, mais avec des spécificités. Si on reprend les applications cliniques, on va avoir pour ces grandes cytokines de l'inflammation, à nouveau le TNF, l'IL1, l'IL6 et l'IL17, un effet systémique et un effet local. Et à chaque fois, un effet sur une cible qui va exprimer un récepteur pour chacune de ces cytokines. Les effets systémiques, c'est par exemple la fièvre,
la fatigue, la perte de poids au long cours liée à l'inflammation. Et au niveau local, eh bien, ça va être la douleur, la perte de fonction et éventuellement, au long cours, la destruction. La maladie peut-être qui résume le mieux l'effet des cytokines inflammatoires, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Donc une maladie inflammatoire des articulations, et cette inflammation des articulations donne sur le long cours la destruction des articulations. Et on a montré qu'il existe un lien entre cette réaction inflammatoire et la destruction, justement par la production de ces cytokines de l'inflammation. Ces cytokines interagissent entre elles dans un esprit d'équipe. Vous avez ici des cellules provenant de la synoviale, ce qu'on appelle les synoviocytes. Vous les avez ici issues d'un fragment de synoviale en culture. Vous voyez ces cellules qui prolifèrent, ce sont les fibroblastes de la synoviale, ce sont les synoviocytes. Eh bien, ces synoviocytes stimulés par des doses faibles, par exemple d'IL1, de TNF et d'IL17, vont produire peu de la chémokine CCL20 qui va attirer les cellules productrices d'IL17, mais vous voyez que ces faibles doses ensemble vont avoir un effet biologique extrêmement important. Et cette image, qu'on reverra à plusieurs reprises dans mon exposé, c'est l'image véritablement de la synergie entre ces cytokines. Le but initial de ces cytokines n'est pas tant de créer des maladies, bien évidemment, mais avant tout de contrôler les infections. Vous savez que les infections ont un mécanisme d'action différent parce que les germes, les facteurs qui vont induire ces infections vont être différents. Et on a classé, il y a maintenant une trentaine d'années, les lymphocytes T en deux grands groupes, très simples, le groupe 1 et le groupe 2. Le groupe 1 implique les macrophages qui vont être critiques pour le contrôle des infections par bactéries intracellulaires. Le meilleur exemple ou le plus connu, c'est la tuberculose. C'est l'interféron gamma qui est la cytokine centrale, c'est le facteur de transcription T-bête qui est central, et ceci sous l'action des cytokines IL-12 et IL-18. De l'autre côté, la voie TH2, la contribution des éosinophiles, c'est le contrôle des infections parasitaires. Le facteur de transcription est ici GATA3 et la cytokine centrale, c'est l'IL4. Et pendant longtemps, pendant une vingtaine d'années, il nous manquait comment relier les lymphocytes T aux infections finalement les plus courantes, qui sont les infections à bactéries extracellulaires, staphylocoque à titre d'exemple, et c'est là qu'apparaît la voie TH17, la contribution des polynucléaires neutrophiles qui vont être impliqués, d'une part, je l'ai indiqué, dans les infections à bactéries extracellulaires, mais également dans les mycoses. On retrouve ici la production d'IL-17 et on retrouve en haut ici la contribution de l'inflammation banale que j'ai indiquée avec l'IL1, avec l'IL6. Cette fois, le facteur de transcription est différent, ROR gamma T, et la cytokine d'amplification, l'IL23, va être également différente. Pour que cette protection soit efficace, il y a une inhibition réciproque de chaque voie pour que, face à une infection, par exemple, à bactéries extracellulaires, ce soit la voie TH17 qui soit sélectionnée et non pas les autres voies. Dans les lésions, et je passe maintenant à une autre maladie, ici c'est le psoriasis, donc l'inflammation de la peau, et on voit dans l'inflammation de cette peau qu'il y a, en simplifiant, deux zones différentes, la zone lésionnelle et juste à côté, la zone non lésionnelle. Si on fait une biopsie de ces deux zones, on voit déjà que la zone malade s'accompagne d'une prolifération des fibroblastes bien plus importante que la zone saine. Et donc la question qui se pose, c'est comment se fait
Dans la lésion, l'interaction avec les cellules traumales, les synoviocytes dans l'articulation, les fibroblastes de la peau et les lymphocytes qui vont arriver et favoriser localement la sécrétion, par exemple ici, de l'IL-17. Si on regarde la production d'IL-1 et d'IL-6, le contact est suffisant. Et la démonstration du rôle de ce contact est obtenue avec des cultures faites avec une barrière, avec un filtre, le système Transwell, qui réduit la production d'IL-6, qui réduit la production d'IL-1. Si on passe maintenant à la production d'IL-17, il faut à la fois le contact et l'activation, et à nouveau, le contact cellulaire est important, avec la réduction de la production d'IL-17, avec cette barrière, avec ce filtre entre les deux types cellulaires. Un point important, et vous vous souvenez de l'image que j'ai montrée des mains de polyarthrite rhumatoïde, c'est le contrôle de la destruction osseuse dans l'articulation. Eh bien, le contrôle se fait au niveau de deux types cellulaires, les ostéoblastes qui vont former l'os et les ostéoclastes qui vont, eux, détruire l'os. On retrouve la contribution des cytokines produites par les monocytes, au rang desquels l'IL-1, le TNF et l'IL-6, agissant sur l'ostéoblaste, agissant sur l'ostéoclaste, par l'intermédiaire d'un pont formé par la voie RANK sur l'ostéoclaste et le ligand de RANK ou RANK-ligand sur l'ostéoblaste. Et cet effet va être amplifié par la contribution des lymphocytes T directement en contact avec les ostéoclastes ou indirectement par la production de cytokines comme l'IL-17 agissant sur l'ostéoblaste qui lui-même va activer les ostéoclastes. On le montre ici très simplement en prenant des fragments d'os juxta-articulaires stimulés par l'IL-1 vont produire de l'IL-6 et l'IL-6 c'est cette cytokine qu'on a ici qui va activer la destruction osseuse. L'IL-17 un peu la même chose mais surtout à nouveau la somme des deux va augmenter l'activation des ostéoclastes. Et on retrouve cet élément en mesurant la production d'un fragment de collagène libéré par cette destruction qui est inhibé en présence d'inhibiteurs de cytokines. Une façon plus directe de le montrer, c'est l'injection dans une articulation ici de souris de cytokines inflammatoires, l'IL-17, avec cette réaction inflammatoire, cette destruction osseuse et enfin cette destruction du cartilage. Le but de cette recherche, bien évidemment, c'est de trouver une possibilité de transférer ces concepts en application thérapeutique. Donc on retrouve le schéma général où une cytokine se fixe sur son récepteur et ceci va donner d'une part les effets biologiques, mais plus encore les effets cliniques. Donc on peut agir sur ces cibles de différentes façons. Tout d'abord, par des anticorps anticytokines. Le premier d'entre eux à être mis sur le marché est l'infliximab, un anticorps dirigé contre le TNF, qui se fixe sur le TNF et inhibe la fixation ensuite sur les récepteurs, bloque l'effet biologique et contrôle la situation clinique. Et il y a sur le marché des inhibiteurs du TNF, de l'IL-17, de l'IL-1. On peut aussi agir au niveau du récepteur avec des anticorps dirigés contre le récepteur de l'IL-6, de l'IL-17. On peut aussi employer des antagonistes de récepteurs, on peut aussi employer du récepteur soluble qui va servir de piège, évitant que la cytokine entraîne l'effet biologique et de là l'effet clinique. Plus récemment, au-delà de ces produits de biotechnologie, ces biothérapies, on commence à utiliser des petites molécules, des produits chimiques inhibiteurs
de la signalisation. Alors, les indications de ces inhibiteurs de cytokines sont extrêmement vastes, liées au principe que je vous avais indiqué, que le TNF produit lors de la polyarthrite rhumatoïde est le même TNF, par exemple, produit au cours des spondylarthrites. Et vous voyez que les inhibiteurs du TNF sont employés dans toutes ces maladies, polyarthrite, maladie de Crohn, spondylarthrite, arthrite juvénile idiopathique, psoriasis et rhumatisme psoriasique, et que d'autres inhibiteurs sont plus ou moins spécifiques d'une maladie où ils sont utilisés, comme le blocage de l'IL-6 pour la polyarthrite rhumatoïde. Voilà, ce qu'il faut retenir de ces effets des cytokines sur l'inflammation chronique, tout d'abord que ces cytokines contribuent à notre survie, en particulier pour le contrôle des infections. Les infections étaient différentes, cette spécificité provient de cytokines produites par ces sous-populations de lymphocytes T. Je reprends TH1, TH2 et TH17. Et leur contribution va adapter la protection vis-à-vis de telle ou telle infection et en finale l'expression clinique de ces infections. Les 4 cytokines à retenir aujourd'hui sont le TNF, l'IL6, l'IL1 et l'IL17 pour leur rôle clé dans l'inflammation clinique et l'expression de multiples maladies. Et on peut dire que le ciblage de ces thérapeutiques de ces cytokines par des biothérapies a été une véritable révolution dans la prise en charge de ces maladies. Ces maladies sont des maladies chroniques avec un retentissement fonctionnel facile à imaginer, l'atteinte des articulations, l'atteinte du tube digestif, l'atteinte de la peau, et on s'est rendu compte plus récemment que toutes ces maladies inflammatoires chroniques non seulement avaient un effet local, mais avaient aussi un effet systémique. Donc, je vais élargir maintenant avec le rôle des cytokines au niveau cardiovasculaire, en parlant certes des maladies cardiovasculaires les plus courantes, comme l'infarctus du myocarde, mais montrer à quel point cet effet est retrouvé aujourd'hui dans ce problème de santé publique ce sont les formes graves liées à la tempête cytokinique au cours de la COVID-19. Donc, je vais vous parler maintenant d'aspects cardiovasculaires au sens général du terme, par exemple l'infarctus du myocarde, mais appliqué aussi à une réalité quotidienne qui est la tempête cytokinique de la COVID-19. Donc, voilà les points que je vais discuter. Je reviens sur la diapositive pour que ce soit clair, montrant que les grandes cytokines, le TNF, l'IL1, produits par les monocytes, vont agir sur les cellules stromales dans les tissus, vont induire la production d'IL6 et que cette IL6 va induire la production de C-réactive protéines, de CRP, par les hépatocytes. TNF et IL1 vont induire également la production d'IL8, la chimiokine qui va attirer les polynucléaires neutrophiles de l'inflammation aiguë, et la chémokine CCL20 qui va attirer les cellules TH17 plutôt de l'inflammation chronique. Donc cette réaction de base va être nettement amplifiée en présence d'IL17 produite par les lymphocytes TH17. Même type d'image que précédemment, mais appliquée cette fois aux cellules endothéliales. La production d'IL6, peu d'effet d'IL17, peu d'effet du TNF, mais à nouveau la somme des deux ayant cet effet synergique, induisant la production d'IL6 qui va induire la CRP. L'image est absolument identique pour l'IL8 qui va donc attirer les polynucléaires neutrophiles.
En haut ici, donc, les interactions entre les cytokines et maintenant la vision cardiovasculaire de leurs effets. D'abord, bien sûr, un effet sur les vaisseaux. C'est l'augmentation de la coagulation à la surface des cellules endothéliales, c'est l'adhésion et la migration cellulaire, ces éléments, source de thrombose locale et d'embolie à distance. C'est également un effet sur le muscle, sur le myocarde, avec l'induction d'un défaut de contractibilité du muscle cardiaque, une cardiomyopathie liée à l'inflammation, avec la possibilité de troubles du rythme et sur le long cours, eh bien, une perte de la masse musculaire cardiaque et bien sûr générale. Et enfin, sur le foie, l'induction de la CRP et son lien au risque cardiovasculaire, l'altération du foie, l'induction d'hépatite, l'induction de stéatose. Donc je vais illustrer ces éléments avec des résultats obtenus in vitro et in vivo. D'abord, l'effet sur les cellules endothéliales et la coagulation. Ici, c'est le facteur tissulaire, pas d'effet d'IL-17, peu d'effet de l'IL-17, du TNF, mais cette amplification synergique avec la somme des deux. Activation de la proagulation et dans le même temps, activation de l'agrégation plaquettaire. Deux grands facteurs inducteurs, bien évidemment, de thrombose. Ceci est une vision plus clinique. Du côté droit, ce sont des malades arrivant à l'hôpital pour un tableau initial d'infarctus du myocarde avec un prélèvement fait lors de l'angiographie. Et on voit que les individus avec infarctus du myocarde ont un pic à l'entrée d'IL-17 bioactif et secondairement, ces mêmes individus avec infarctus du myocarde vont présenter une élévation parfois importante de la CRP. Donc ça, c'est l'inflammation aiguë. Ici, c'est plus l'inflammation chronique. Ce sont des malades, ce sont mes malades atteints de polyarthrite rhumatoïde avec un suivi prolongé d'un minimum de 15 années, avec des malades qui ont peu ou pas d'IL-17 15 ans auparavant, qui feront peu d'accidents cardiovasculaires, à l'inverse de ceux qui ont une élévation de l'IL-17 circulante à haut risque cardiovasculaire 15 ans plus tard. Un point important dans la contractibilité du muscle cardiaque, c'est l'activation de la pompe à calcium. Donc ça, c'est un travail fait bien évidemment en collaboration avec les cardiologues et où l'on montre que les cytokines de l'inflammation, ici TNF, ici IL-17, vont induire l'activation de cette pompe, vont induire une entrée de calcium et surtout induire un défaut de contractibilité des myoblastes, source en clinique de cardiomyopathie. Donc, à côté de ces effets cardiovasculaires propres, on a également les effets systémiques. Je viens de vous montrer les effets de l'association TNF-IL1-IL17 sur les vaisseaux et le risque cardiovasculaire. On va se centrer maintenant sur les effets plus directement hépatiques. Si on prend des hépatocytes, donc des cellules qui font la structure du foie, stimulées par l'IL-17, stimulées par le TNF, induction d'une production d'IL-6, mais d'une production majeure d'IL-6 lorsque les deux cytokines sont associées. Ceci est obtenu sur différents types d'hépatocytes, y compris des hépatocytes normaux. Pour résumer, les cytokines de l'inflammation induisent la production d'IL-6. Qu'en est-il pour la CRP? Il a été connu et confirmé ici que l'IL-6 induit la CRP et que le blocage de la fonction de l'IL-6 avec un anticorps antirécepteur inhibe cette production de CRP.
L'IL-17 induit un peu la CRP, le TNF un peu, mais surtout, à nouveau, l'association donne cette augmentation majeure qui est inhibée avec un inhibiteur de la fonction de l'IL-6. En résumé, TNF, IL-17 et IL-1 induisent l'IL-6 qui va induire la CRP. Si on vient maintenant aux cellules qui vont migrer, les polynucléaires neutrophiles attirés par l'IL-8, les cellules TH17 et les cellules dendritiques attirées par CCL20, cette fois, l'IL-6 n'a pas d'effet. Par contre, l'association TNF et IL-17 a un effet majeur qui n'est pas inhibé en bloquant l'IL-6. C'est identique pour CCL20. Donc, le recrutement des polynucléaires neutrophiles dans l'hépatite aiguë, le recrutement des cellules plus chroniques, cellules dendritiques, cellules productrices d'IL-17 dans l'hépatite chronique, ne sont pas sous l'influence de l'IL-6. À nouveau, l'importance de cette vision est une vision thérapeutique. On retrouve le schéma que je vous ai indiqué, cytokine, récepteur, et les différents inhibiteurs actuellement sur le marché. La question s'est posée d'utiliser ces inhibiteurs des cytokines dans la prévention d'un risque cardiovasculaire, et c'est le canakinumab, cet anticorps dirigé contre l'IL-1, qui a été testé dans l'essai CANTOS de large proportion de malades avec comme antécédent un infarctus du myocarde et une CRP restant anormale. On reçut du canakinumab et cette administration de canakinumab a montré une réduction de la fréquence de récidive d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral et en finale de mort cardiovasculaire. L'inflammation est impliquée dans de multiples maladies. Chez ces mêmes malades où la vision était avant tout une prévention cardiovasculaire, il y a eu une réduction de la fréquence du cancer du poumon liée à l'inflammation induite par le tabac, une réduction de la fréquence également de la mise en place des prothèses articulaires, montrant, indiqué précédemment, leur contribution dans l'altération articulaire. Par contre, revenant à la protection apportée par les cytokines, eh bien une augmentation de fréquence des infections graves. Il y a une façon plus simple de contrôler cet effet pro-inflammatoire des cytokines sur les vaisseaux. Même image que tout à l'heure, l'induction du facteur tissulaire inhibé en présence de statine, et cet effet procoagulant induit à nouveau en rajoutant le mévalonate qui est le facteur bloqué par les statines. Donc les statines ont un effet de protection cardiovasculaire par un effet sur l'effet des cytokines sur l'endothélium. Tous ces éléments sont applicables à la situation actuelle des formes grades de la COVID-19. Tout le monde est au courant des facteurs de gravité, facteurs de risque que sont l'obésité, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, l'âge élevé. Dans toutes ces situations, on se retrouve pour l'obésité avec l'accumulation et la production de cytokines de l'inflammation qu'on appelle adipokines par les adipocytes, le lien entre cette inflammation, la CRP et le risque cardiovasculaire et la fréquence des atteintes hépatiques. Tous ces facteurs de risque s'accompagnent donc d'une situation d'inflammation chronique, d'augmentation du risque cardiovasculaire et des thromboses, et d'un élément qui est mal compris, mal transmis aujourd'hui, qui est que l'inflammation, quelle qu'en soit l'origine, induit un déficit secondaire de l'humidité à médiation cellulaire.
Le cadre habituel des interactions se retrouve bien évidemment à l'identique, avec une nouveauté qui est la contribution des interférons de type 1 qui apparaissent déficitaires dans les formes les plus sévères de tempête cytokinique, soit un défaut de production, soit des anomalies génétiques touchant à la fonction de la production. On retrouve les organes cibles, les poumons, l'infiltrat des polynucléaires neutrophiles, l'effet toxique sur les alvéoles, source d'hypoxie, l'effet sur la moelle osseuse avec la production de quantités considérables de polynucléaires neutrophiles, contrastant avec la lymphopanie circulante, l'effet sur le foie, l'élévation de la CRP majeure et le lien cardiovasculaire, l'élévation des enzymes hépatiques, l'effet avant tout sur les vaisseaux de cette hypercoagulation, d'adhésion des cellules qui vont migrer, polynucléaires par exemple dans tous les tissus, dont les poumons, et la fréquence des thromboses et des embolies. Et enfin, sur le muscle cardiaque, la cardiomyopathie dont je vous ai parlé, les troubles d'urine aigus, les morts subites, y compris à domicile, et sur le long terme, pour les malades qui vont survivre, une fonte musculaire absolument considérable. On peut résumer ces interactions avec ce modèle qui, sur la gauche ici, comporte une échelle logarithmique. La forme habituelle, toux, fièvre, manifestations limitées. En présence d'inflammation chronique, l'obésité à titre d'exemple, il y a ce phénomène d'amplification, ce phénomène de synergie, on passe de 1 à 10. Si maintenant, en présence de l'inflammation virale, de l'inflammation chronique liée par exemple à l'obésité, apparaît un élément complémentaire d'une infection bactérienne secondaire à plusieurs jours de toux, secondaire à une intubation, on passe de 10 à 100, avec cette fois une forme sévère et éventuellement mortelle. Que retenir pour conclure? D'abord, cette synergie entre les cytokines de l'inflammation, et cette synergie se retrouve également avec les facteurs de risque. Toute inflammation chronique expose à un risque accru cardiovasculaire. Toute inflammation chronique expose à une forme sévère de Covid-19. Toute inflammation chronique induit un déficit de l'immunité à médiation cellulaire qui lui-même va augmenter les risques de toutes les infections. Maintenant, la vision plus positive, les traitements au long cours de l'inflammation, les biothérapies anticytokines dont je vous ai parlé, ont un effet protecteur sur le risque cardiovasculaire, l'effet CANTOS, et également un effet protecteur pour les formes sévères de Covid-19. Aspect pratique à retenir, c'est donc qu'il ne faut surtout pas arrêter ces traitements au long cours dans un contexte de risque infectieux avec l'exemple actuel de la Covid-19. Je vous ai montré donc l'importance de ces cytokines de l'inflammation avec d'abord les effets locaux qui ont été la première démonstration que l'inhibition des cytokines pouvait avoir un rôle protecteur sur l'effet local. Secondairement, cet effet a été amplifié avec maintenant l'effet plus systémique dominé par le risque cardiovasculaire, avec cette actualité aujourd'hui des formes les plus sévères lors cet orage cytokinique de la Covid-19. Et à nouveau, le contrôle de l'inflammation, le contrôle des cytokines peut avoir un effet protecteur, mais un effet également thérapeutique. Voilà, je vous remercie.